J'ai commencé l'école primaire à l'école Savoir Plus. C'est une école privée qui se situe à Niconakwa. Donc c'est là où j'ai eu mon CEPD. Et après, j'ai fréquenté le collège Sainte-Trinité, qui est également à Niconakwa, où j'ai eu mon BEPC. Et après cela, je suis entré dans un lycée public, parce que j'ai fréquenté jusque-là des écoles qui étaient privées. Mais j'ai voulu au lycée changer un peu pour découvrir un peu le monde du public. Donc je suis rentré dans un lycée public où j'ai suivi une formation scientifique. J'ai eu un bac D au lycée de Niconakwa. Suite à cela, j'étais rentré à la faculté des sciences à l'université de Lomé où j'ai fait la biologie animale. J'ai fait 2 ans avant de raccrocher parce que je me retrouvais pas dans la biologie en fait. Parce que j'ai trouvé que c'était pas mon monde, c'est plus de la théorie en fait. Donc je ne me retrouvais pas. À un moment, je me suis dit non, il fallait changer parce que c'était pas mon monde en quelque sorte. Donc disons que lorsque j'ai eu le bac, j'ai un cousin qui a proposé à mes parents que je fasse de l'informatique. Mais j'ai refusé parce que l'informatique, c'est quelque chose qui me disait pas, je savais pas ce que c'est l'informatique. Il a insisté avec les parents que je le fasse. Et à l'époque, il y avait l'école IAI. Dans notre quartier à Niconakwa qui proposait des formations dans ce sens. Mais je n'étais pas trop pour le fait de faire cette formation. Donc 2 ans après, je me suis intéressé à l'informatique quand j'étais encore à l'université. Et encore une fois, c'est à cause de ce cousin qui faisait un autodidacte qui pratiquait, il faisait du HTML, des choses comme ça, sur sa machine à la maison. Donc je me suis intéressé aux ordinateurs d'abord. Donc j'ai d'abord demandé à mes parents de m'acheter un ordinateur juste pour découvrir le monde de l'informatique. Si je dis le monde de l'informatique, c'est de la bureautique, des choses comme ça, avoir un PC chez soi à la maison. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par regarder des petites vidéos, des films. Généralement, c'est ce qu'on utilise les PC pour faire pour du divertissement. Donc après, je me suis intéressé un peu à la bureautique, les Word, Excel, des choses comme ça. Et après, j'ai eu le déclic en fait, de vouloir écrire des programmes ou de commencer par utiliser Linux par exemple. Donc à l'époque, à l'université, on avait un centre d'informatique où ils proposaient des petites formations sur les Ubuntu, les systèmes Linux en fait, de façon générale. J'ai voulu suivre cette formation, mais je n'ai pas eu la chance de pouvoir le suivre. Mais chez moi, je me suis décidé à me mettre un peu dans l'informatique, à regarder c'est quoi la programmation et tout. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc je me suis référé déjà à mon cousin parce que vu qu'il lui pratiquait déjà, il était autodidacte, mais malgré ça, il pratiquait lui-même un peu. Donc je me suis référé à lui. Donc il m'avait conseillé à l'époque de commencer par faire de l'algorithme. Donc il m'a dit, avant de faire de la programmation, c'est toujours mieux de faire de l'algorithme. Donc je me suis demandé c'est quoi l'algorithme et comment avoir une bonne base en algorithme. Donc il m'a donné certains sites, des recherches. On était allés ensemble au cyber, on a fait des recherches, il m'a téléchargé quelques cours pour commencer avec. Donc j'ai commencé avec de l'algorithme. Au début, c'était compliqué de le faire, je ne comprenais pas les choses, je trouvais les choses un peu bizarres. Mais à force de pratique, d'exercices, je faisais des exercices, à chaque fois je regardais les corriger, je me disais à chaque fois, waouh, donc c'est de cette façon qu'on peut résoudre le problème. Et petit à petit, j'ai fini par m'y habituer à pouvoir résoudre les problèmes d'algorithme par moi-même. Et suite à cela, il m'a proposé maintenant le site du Zéro à l'époque. Le site du Zéro, c'est un site qui offre des tutoriels ou qui propose des tutoriels pour avoir de bonnes bases sur le HTML, le CSS, PHP, un peu de tout ça. Donc du coup, j'ai commencé par regarder des tutoriels. Donc je pense que j'avais commencé avec le C à l'époque. C'était un peu compliqué. En fait, déjà, les conditions d'études. La première chose, c'est que j'ai étudié au Togo, en fait. Les conditions d'études au Togo, pour quelqu'un qui a fait l'université, c'est quelque chose de pas facile, déjà. Donc la première année, c'était déjà compliqué, mais la deuxième année, je me suis dit, je vais le faire une deuxième fois, et je vais y arriver, en fait. Je me suis mis, disons que la première année, c'était pas vraiment ça, mais la deuxième année, je me suis vraiment consacré à le faire. Et c'est juste que dans le domaine de la biologie, dans le domaine scientifique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont pas concrètes en fait.
On nous dit par exemple, lorsqu'on prend le sucre et qu'on verse tel produit dessus, que ça donne telle couleur. Mais c'est des choses que tu vois pas. Pour beaucoup de choses, c'est pas de la pratique, ça se fait pas par la pratique. Tout le monde se pose cette question en fait. Si tu es passé par là, c'est que tu t'es forcément posé la question, mais la réponse, je dirais que tu l'as jamais, hein. Tu l'as jamais la réponse en fait. Tu sais pas pourquoi en fait. Tu te dis peut-être que les personnes ne sont pas passées par les mêmes conditions que toi peut-être. Parce qu'aujourd'hui, on me demanderait par exemple, on me donnerait l'occasion d'être chef de département à la faculté des sciences. Je pense que j'aurais changé la façon dont les choses se passaient à l'époque en fait. Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais je pense qu'on me donnerait cette occasion. Je changerais les choses en fait, de la façon dont les choses... Parce que l'expérience que j'ai vécue, c'est pas une bonne expérience en fait, pour moi. À l'université, ne pas faire de la pratique. Je sais qu'il y a des séances de pratique, mais il y a des rares, c'est des expériences qui sont rares en fait. Vous faites rarement de la pratique en fait. Le dosage, par exemple, c'est des choses qu'on vous explique par la théorie. Vous faites des dosages, des calculs, on vous dit doser de telle façon. En fait, bref, à un moment, je ne me retrouvais pas. En fait. Je me retrouvais pas. Pour moi, c'était plus de la théorie que du concret. Mais l'informatique, quand je suis entré dans l'informatique, je dirais que c'est comme de la mathématique. En fait. C'est la science, je dirais, la plus exacte. En fait. Pour moi, l'informatique, c'est la science la plus exacte. Pourquoi je dis ça? Parce que là, lorsque tu écris un programme, tu compiles le programme, tu vois tout de suite le résultat. Lorsque tu as des erreurs, il y a le compilateur qui te dit que tu as des erreurs sur telle ligne ou tu as fait telle manipulation qui n'est pas bonne. C'est à cause de ça que tu as tel résultat. Donc ça passe par des tests et du concret. Je dirais que c'est dans le domaine dans lequel je me suis retrouvé, où je me suis senti, où je comprenais parfaitement les choses. En fait, les choses étaient claires pour moi. Durant toute cette période où je pratiquais, où je faisais un peu de programmation, j'étais encore à l'université. Je n'avais pas encore terminé la deuxième année. Donc j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient me donner la possibilité de faire un BTS en développement d'applications par exemple. Parce que j'ai vu que c'est la formation qui permettait d'aboutir ou de devenir développeur quand j'ai fait des recherches. Parce que je me disais ça ne servait à rien d'apprendre l'informatique si au final je ne vais pas l'utiliser ou devenir développeur. Donc j'ai eu la chance, mon père avait accepté de me mettre à l'école de BTS. Donc à l'époque, c'était l'école EGIS, École supérieure de gestion d'informatique et des sciences. Okay. Donc c'est EGIS Lomé, Kodjo-Kopé. Donc je me suis inscrit 2 ans après mon bac en BTS, développement d'applications. Donc j'ai suivi la formation pendant 2 ans et j'étais même major de ma promotion. Donc l'informatique, le BTS en informatique, c'est plus basé sur de l'algorithme au début, un peu de HTML, du développement web, un peu de la programmation de façon générale avec le Pascal, PHP, des choses comme ça. Donc notre programme ressemblait un peu à ça, en fait, c'est des choses qu'on devait faire. Donc comme j'avais une bonne base déjà en algorithme, vu que je pratiquais même avant de commencer la formation, ça m'a permis d'évoluer rapidement et de comprendre parfaitement les choses en fait, lors de ma formation. Personnellement, moi je peux dire que je suis un fruit de ce système en fait. Mais aujourd'hui, j'arrive à concurrencer, si je peux le dire comme ça, des Français, des Américains, des Russes, dans le domaine de l'informatique, par le peu que j'ai appris en Afrique. Parce que j'ai fréquenté en Afrique et particulièrement au Togo, qui est un pays un peu dont les conditions sont un peu, je dirais, en griffe compliquées. Mais malgré ça, aujourd'hui, je suis en France et je travaille aujourd'hui en tant que développeur senior. Je forme des développeurs. Je participe à la montée en compétences des développeurs sur des technologies poussées, qui sont pas des développeurs issus de l'Afrique forcément. Je travaille avec des Français, je travaille avec des Russes. Je recrute des fois, je participe au recrutement des fois des personnes venant de la Russie, de l'Allemagne, un peu partout dans le monde, malgré que j'ai fréquenté dans un milieu où je n'étais pas dans les mêmes conditions que des gens qui étaient ici.
Donc je dirais que si j'avais abandonné un peu plus tôt, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Et moi-même, j'avais même pas imaginé que je serais en train de... qu'on serait ici en train de se parler déjà là, en France aujourd'hui. Je n'aurais pas imaginé que ça ce serait possible en fait. Mais c'est parce que j'ai poursuivi et j'étais un peu déterminé dans ce que je faisais que je suis arrivé à le faire. Donc du coup, même si les conditions ne sont pas réunies, déjà à l'époque où nous avons étudié, il n'y avait pas Internet en fait, il n'y avait pas la possibilité d'avoir Internet à la maison. Donc déjà, soit pour les cours, tu vas au cyber, tu enregistres les pages pour venir les lire chez toi à la maison. Ou c'est lorsque tu es à l'école et que tu as un peu la connexion, que tu essaies de télécharger des cours, d'enregistrer des pages que tu viens lire chez toi à la maison. Tout ça ne nous a pas empêché de devenir en fait, les personnes que nous sommes aujourd'hui. En fait. Donc l'avantage qu'on a aujourd'hui en 2023, où nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous avons un Internet chez nous. Mais c'est juste que les personnes ne l'utilisent pas de la bonne façon. Donc on aurait eu Internet à l'époque, ça aurait changé encore beaucoup plus, on serait meilleur que ce que nous sommes aujourd'hui. Et en plus aujourd'hui, Internet, il y a tout sur Internet. Juste en allant sur YouTube, on peut se former, en tombant sur les bonnes formations. Vous pouvez vous former plus que des gens qui sont ici et trouver les bonnes ressources pour se former. Donc pour moi, l'essentiel, c'est de trouver, en informatique surtout, l'essentiel, c'est de trouver la bonne ressource et de tomber des fois sur le bon mentor. Parce que le mentor aussi, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Moi, j'ai pas eu un mentor pour me tenir la main, mais j'avais mon cousin qui avait déjà un peu d'expérience par rapport aux discussions que j'avais avec lui. Ça m'a beaucoup orienté. Par rapport à son expérience aussi, ça m'a beaucoup orienté. Mais le site du zéro, par exemple, c'est Mathieu Nebra. En suivant ses cours, la façon dont il structure ses cours et tout, ça aussi, ça m'a beaucoup servi. Donc je dirais que, en quelque sorte, je suis le produit du site du zéro. Donc je peux dire que Nebra a été en quelque sorte mon mentor. Donc en lisant des livres, si tu tombes sur des bons articles, des bons tutoriels, des bonnes vidéos, donc du coup ces personnes te servent en quelque sorte de mentor. Malgré que tu n'as pas payé pour avoir un mentor ou que tu n'as pas eu la chance d'aller dans une bonne université et tout, tu as un bon mentor malgré ça. Pour moi oui. Pour moi, oui. Avec une feuille et un papier, on peut aller loin. Ma remarque personnelle dans la vie, en fait, il y a aussi la vie qui récompense. En fait. Des fois, si les hommes ne te donnent pas ce à quoi, ou ne te donnent pas ta valeur, en fait, la nature te donnera ta valeur, en fait, ou te mettra là où les hommes ne t'ont pas mis, en fait. Donc la nature, certaines personnes peuvent appeler ça Dieu, on peut dire ça comme ça. Pourquoi je dis cela? En fait, j'ai fréquenté ou j'ai étudié dans un pays où j'avais des potentiels pour faire des choses, mais mon pays, j'ai eu une licence en système réseau sécurité, parce que déjà mon école ne me permettait pas de faire une formation en architecture logicielle. Donc encore une fois, ça veut dire que je me suis formé moi-même en tant que développeur, et c'est pas l'école qui m'a formé, l'école c'était juste pour avoir un diplôme. Lorsqu'on sort généralement de formation, de nos formations, soit tu deviens développeur PHP ou développeur Java. Mais moi particulièrement, encore une fois à cause de mon cousin a eu la chance d'aller en Amérique et pour aller fréquenter en fait. Et lors de son retour, il m'avait parlé de Node.js à l'époque en fait. Donc Node.js c'est un environnement d'exécution basé sur JavaScript. Mais à l'époque, beaucoup de personnes au Togo détestaient vraiment le JavaScript, moi y compris. Donc, mais en regardant le code de Node.js, en fait, le code pour écrire un serveur Node.js, c'est un code qui est simple, comparé au PHP que je faisais à l'époque où il fallait installer Apache, installer LAMP, des environnements juste pour pouvoir écrire une application, il fallait installer beaucoup de choses. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, si on peut faire ça, écrire peu de code et faire beaucoup de choses avec, avoir un serveur avec peu de code comme ça et un petit NPM. On a un petit node installé et un NPM installé, on peut démarrer un serveur. Pourquoi ne pas apprendre cette technologie et se spécialiser dedans? Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec le JavaScript. Donc à l'époque, j'étais encore en entreprise. Donc ça ne me donnait pas le temps de pouvoir apprendre et tout. Donc à un moment, j'ai décidé d'arrêter carrément. Je sais que c'est un peu un risque en fait que j'ai pris à l'époque, mais il y avait mes potes,
mes collègues et tout qui me disaient c'est un risque que tu prends en fait. Parce que tu veux t'aventurer sur un terrain ou sur une technologie qui n'est pas du tout utilisée chez nous. Tu penses qu'après, il y a une entreprise ou une société qui va t'embaucher pour ça. Et à l'époque également, il n'y avait pas la séparation entre le front-end et le back-end. En fait, on faisait du full stack. Mais malgré ça, je me suis dit, je vais rester chez moi avec le peu d'argent que j'avais encore et qui était de l'argent qui provenait de mon dernier travail que j'ai eu à faire. Je vais me consacrer à apprendre en fait. Donc je me suis dégagé du temps. Disons en quelque sorte que j'étais devenu freelance en fait. Donc je me suis dit, je vais m'investir dans cette technologie, l'apprendre, le maîtriser. Après on verra. C'était en 2016 si je ne me trompe pas. Et c'est à l'époque également où il y avait l'Angular, la version 2 de Angular sortait, avec TypeScript et tout. Donc je me suis lancé dedans, j'ai commencé par apprendre et maîtriser et tout. Et après, je crois après 1 an ou 6 mois après, j'étais également dans un groupe de développeurs, l'OMEJS en fait, un groupe où on parlait un peu des technologies autour de JavaScript et tout. Donc j'intervenais des fois en tant que speaker, en tant que présentateur. Donc du coup, dans le groupe, on avait un groupe WhatsApp où on partageait des fois des informations et tout. Donc c'est dans le groupe que j'ai eu l'information comme quoi on cherchait un développeur Angular pour aller travailler en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, waouh, donc la Côte d'Ivoire cherche un développeur Angular. Alors que j'ai ces compétences au Togo et aucune société n'exploite cela en fait. Où il n'y a pas même pas la demande en fait. Donc après, j'étais rentré en Côte d'Ivoire, j'ai fait 1 année en Côte d'Ivoire. Et lors de mon travail en Angular, j'ai eu une opportunité pour la France. Donc c'était une demande, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn, comme quoi il cherche des développeurs pour aller travailler, pour venir travailler en France, des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai répondu à l'offre, j'ai fait l'entretien, j'ai passé l'entretien, j'ai réussi. Et après, je suis venu en France pour travailler, quoi. Donc disons que c'est de cette façon que je suis venu travailler en France, quoi. Déjà, je dirais le fait de se spécialiser dans une technologie. Je sais que ça commence par venir en Afrique maintenant, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était mal vu. Se spécialiser dans une technologie, c'est ne pas trouver du boulot en quelque sorte, en fait. Donc ça, c'était un défi que j'ai relevé. Donc même en Côte d'Ivoire, à un moment donné, en fait, j'ai failli switcher pour faire du C#. Parce que mon entreprise m'a demandé à un moment donné de le faire, en fait, mais j'ai refusé. Parce que ma vision, c'est que vaut mieux se spécialiser dans une technologie et être meilleur dans la technologie, plutôt que de se divaguer, apprendre plusieurs technologies et être médiocre. Donc aujourd'hui, ça c'est un premier défi. Donc par rapport à la communauté, par rapport à mes collègues, mes proches, donc ça c'est un premier défi que j'ai eu à relever. Le deuxième défi, c'est en France ici. Donc quand j'étais venu en France, malgré que je suis meilleur dans ce que je fais, et je suis bon dans ce que je fais. Quand je suis venu en France, j'ai passé 2 entretiens où j'ai été recalé. Le premier entretien, j'ai été recalé juste parce que j'étais trop calme en fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, qui m'a beaucoup marqué. Je passe un entretien, on me dit juste parce que je suis calme. Ça c'est ma personnalité, par défaut, je suis quelqu'un de calme. Donc j'ai eu en Afrique, quand j'étais par exemple au Sénégal, j'ai eu à faire des formations chez Orange où j'ai formé des jeunes sur des technologies Angular et qui ne continuent pas à travailler aujourd'hui chez Sonatel à Dakar sur une application, l'application Toi et moi, si je peux dire ça comme ça, d'Orange en fait. Donc j'ai eu à côtier des gens, à former des développeurs et je viens ici en France pour travailler, on me dit monsieur, parce que vous êtes calme, on ne pense pas que vous puissiez développer ou avoir les compétences pour pouvoir travailler avec nous. En fait. Ça m'a beaucoup marqué. Le second entretien, j'ai été recalé juste parce que je ne maîtrisais pas le Scrum. En fait. Ou que je n'ai pas évolué dans un système où il y avait le Scrum, l'agilité, comme on le dit souvent. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup choqué parce que dans la pratique, l'agilité, c'est quelque chose qui s'en prend facilement. Et puis mon dernier défi, c'est le fait de garder le cap, si je peux dire ça comme ça, parce que être développeur, c'est pas seulement utiliser une technologie, mais il faut se mettre à jour régulièrement. Donc c'est un défi. Et ça, je pense, c'est un défi à relever par tous les développeurs. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à jour quotidiennement. Et c'est pas facile
dans notre domaine actuel où les choses évoluent, chaque 2 mois il y a une nouvelle technologie qui sort, chaque 2 mois on remet des choses en cause et tout, quoi. Donc du coup, ça c'est un réel défi aussi de se mettre à jour régulièrement parce que je veux pas perso, je veux pas abandonner. Donc du coup, je continue par le faire parce qu'il y a certaines personnes qui se disent ouais, je suis trop vieux pour ça ou j'ai plus la même énergie que j'avais il y a de cela 5 ans, il y a de cela 6 ans. Je peux plus me mettre à jour ou upgrade mon niveau à chaque fois. Donc du coup, à un moment, les gens se lassent et ça passe, quoi. Donc du coup, c'est le 3e défi. Déjà, récemment, j'ai créé une chaîne YouTube, DevPropulsor. DevPropulsor, pourquoi DevPropulsor? C'est pour propulser les développeurs. Donc encore une fois, nous à l'époque, on n'avait pas la possibilité de trouver des bonnes ressources en ligne pour se documenter ou pour se former. Déjà les cours, la majorité des cours, c'est des cours qui étaient payants. Donc il fallait soit trouver uTorrent ou trouver des sites pour pouvoir télécharger ces cours ou pirater, si je peux dire, ces cours, pour pouvoir avoir accès à ces cours. Donc aujourd'hui, il y a YouTube qui, via quelques recherches, vous avez accès à de bons cours pour se documenter et tout. Je me suis dit, YouTube est un moyen de partager ses connaissances à grande échelle avec le monde et particulièrement avec des personnes qui n'ont pas les moyens de payer par exemple des cours en ligne et tout. Donc j'ai créé une chaîne. C'est que la chaîne, j'ai pas mis le nom Afrique sur la chaîne. Mais l'idée derrière, on dit la charité, eh bien, d'en donner commence par soi-même en fait, ou bien commence à la maison. Donc du coup, si je crée une chaîne, ça veut dire que naturellement, les premières personnes auxquelles ces chaînes sont destinées, c'est les Africains. Donc du coup, j'ai créé une chaîne pour pouvoir partager ou retracer mon parcours. Vous commencez en informatique, vous ne savez pas par quoi commencer, c'est quoi l'étape, la prochaine étape et tout. À travers cette chaîne, j'essaie de retracer moi-même le parcours d'un développeur full stack. La façon dont je vois que quelqu'un doit commencer sur une formation de développeur. Donc j'essaie de retracer mon parcours à travers cette chaîne. Par exemple, donc ça c'est un premier projet. Donc j'ai un second projet aussi d'application de e-commerce que j'ai essayé de lancer plusieurs fois mais qui n'a pas vu le jour jusque-là. Peut-être que cette année ça verra le jour, qui sait, je sais pas, on verra bien. Donc c'est un projet de e-commerce qui s'apparente un peu à du Shopify. Pour ceux qui connaissent Shopify, c'est une application de e-commerce qui permet à quelqu'un de lancer facilement sa boutique en ligne en quelques clics. Donc disons que c'est la même chose, c'est parfaitement la même chose que Shopify. L'idée derrière c'est quoi? C'est en Afrique généralement, et encore une fois il y a de cela 3 ans ou 4 ans, aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué. Lorsque vous prenez des applications comme WooCommerce, des applications comme Shopify, c'est des applications qui sont adaptées ou qui sont codées, c'est des applications qui sont adaptées aux réalités de l'Europe ou de l'Amérique, c'est-à-dire de l'Occident. Même trouver même les devises africaines dans ces genres d'applications, ce n'était pas évident en fait, de trouver des devises africaines parce que c'est des projets qui ont été développés pour l'Occident. Donc l'idée c'était de faire quelque chose qui est adapté à l'Afrique avec des moyens de paiement locaux, adaptés à chaque pays ou à chaque localité. Donc j'ai travaillé sur un projet comme ça et ça fait disons 3 ans que j'ai travaillé sur le projet, mais le projet n'a pas pu voir le jour. Le premier vrai frein, je dirais que c'est c'est la situation économique chez nous. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais ça joue beaucoup. Parce que aujourd'hui, demander par exemple à une personne, à un commerçant lambda, supposons que nous avons un commerçant, c'est la situation économique en fait, un commerçant qui fait des chiffres d'affaires de, disons, 100 000 le mois. Donc demander à une personne comme ça d'investir 50 000 ou 30 000 dans une application, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je m'explique. Parler d'un projet informatique ou d'une application informatique, pour faire tourner une application, ça requiert certaines ressources. Déjà, pour qu'une application tourne, il faut avoir un nom de domaine, il faut avoir un serveur.
Donc le nom de domaine, pour un nom de domaine banal, par exemple l'année, je pense que vous devez être en minimum 30 000 si je ne me trompe pas, pour un nom de domaine. Et pour un serveur aussi, il faut par mois, pour un serveur digne de ce nom, minimum, il faut au moins 10 $. 10 $, ça doit faire 6 500. Donc ça, c'est juste pour faire tourner une application. Donc pour que quelqu'un utilise une application, il faut que la personne paie aussi pour le travail qui a été fait en quelque sorte. Donc demander à quelqu'un de payer par exemple environ 50 000 ou 30 000 le mois pour un chiffre d'affaires de 100 000, les gens sont réticents par rapport à ça en fait. Lorsque j'ai eu à discuter avec des commerçants ou des gérants de restaurants par exemple par rapport à l'application, c'était le premier frein. Ça c'est une particularité du Togo, c'est la situation économique chez nous qui fait ça. Et puis il y a aussi le côté alphabétisation. Parce que comparé à un Ghanéen ou à un Nigérian, lorsque j'approche un Ghanéen ou un Nigérian et que je lui parle du même projet, il sera intéressé. Et en discutant avec les gens, même tu le sens en fait, parce qu'ils sont instruits sur le fait qu'une application tourne avec certaines ressources. Donc c'est ce qu'on appelle les coûts-fixes en fait. Donc ils sont déjà informés par rapport à cela, que tu peux jamais faire tourner une application sans ces coûts-fixes. Mais lorsque tu vas voir une personne qui n'est pas informée sur ça et que tu lui dis que le coût-fixe pour faire tourner une application, avant même que tu ne commences pas à dépenser pour le côté maintenance et tout, que c'est 30 000, c'est 40 000, la personne est étonnée. C'est comme si déjà tu lui vendais quelque chose alors que ça, c'est même pas le prix de l'application. En fait. Ouais. Donc ça, c'est un premier frein. Donc il y a le côté situation économique qui fait qu'un Togolais, par exemple, ne veut pas dépenser 30 000. Lorsque j'étais rentré à Lomé pour des vacances récemment, j'ai eu approcher un restaurant. Donc j'étais en contact avec le gérant d'un restaurant pour lui présenter un peu l'application. Déjà, je lui ai fait voir les avantages de l'application. Parce que souvent, développer une application, c'est bien. Mais c'est quoi le plus-value? Qu'est-ce que l'application apporte de plus? Quand je discutais avec le gérant, le premier choc que j'ai eu, c'est que le gérant, pour lui, leur restaurant est le numéro 1 actuellement, ou plutôt à l'époque où j'étais rentré à Lomé, ils étaient les numéro 1 à Lomé. Donc du coup, ils se disaient qu'ils n'ont pas de concurrents. Donc pourquoi avoir une plateforme si tout le monde vient acheter chez nous en fait? Donc après des discussions, il a finalement compris, en lui faisant voir le bon côté du fait d'avoir une plateforme de e-commerce pour vendre ses produits. Donc il m'a dit oui que notre chef, il est en voyage, que je vais essayer de lui parler ou de le débriefer de tout ce qu'on a dit et qu'après on organisera une réunion de présentation et tout. Donc après, je l'ai relancé plusieurs fois. Mais j'ai compris qu'en fait, pour lui, c'est pas il n'était pas en quelque sorte pas intéressé, mais il ne voyait pas l'intérêt de l'application pour lui. Parce que pour lui, il est payé à la fin du mois. Donc ça lui suffit, en fait, en discutant avec lui, c'est ce que j'ai compris, que pour lui, c'est qu'il soit payé à la fin du mois. Faire évoluer le restaurant ou l'entreprise, c'est pas son affaire. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a même pas fait remonter l'information à son patron pour adopter, par exemple, la plateforme ou pas. Donc je l'ai relancé plusieurs fois, même au retour des vacances, j'ai essayé de le recontacter plusieurs fois, mais il m'a toujours dit ouais, le patron il est en déplacement, on va essayer d'organiser ça, et puis après un moment Donc actuellement, je suis en train de discuter avec un cousin à moi qui est du côté du Ghana, qui a des clients potentiels pour le projet. Donc je suis dessus actuellement, donc en train de discuter avec lui et tout. Donc peut-être que du côté du Ghana, ça va potentiellement plus marcher. Et peut-être lorsque les Togolais, pas les Togolais, je ne vais pas tirer sur le Togo, c'est pas mon intention, mais de façon générale, les Africains, j'ai remarqué aussi une chose, ça c'est une particularité chez les Africains. Il y a même une façon de dire ça dans notre langue, on dit donc lorsque nous avons des projets, le souci que nous avons souvent en Afrique, c'est que nous avons des projets que nous apportons comme ça en Afrique, vu que c'est un Togolais qui apporte le projet ou c'est un autochtone qui apporte le projet, on ne donne pas de l'importance au projet. On ne donne pas du crédit, ouais, c'est ça. Ouais. On se dit, ouais, c'est un Togolais, donc c'est du n'importe quoi qu'il va faire, tu vois. Donc du coup, il y a en quelque sorte une étiquette qu'on met sur nous, on se dit que ce projet n'est pas bon et tout. Donc je me dis que lorsque le projet va aller du côté du Ghana, que ça va évoluer et que ça va prendre. Donc là, ils vont voir, les Togolais, c'est à côté du Ghana, ils vont voir que ça marche.
Donc maintenant, ils feront appel à moi, mais ce sera quand même trop tard parce que vous n'avez pas pu bénéficier de ça au bon moment. Même toi aujourd'hui, tu as évolué au Togo, j'ai évolué au Togo. On était de bons développeurs en fait. Ce que nous faisons aujourd'hui pour la France, si je peux dire ça comme ça, on aurait pu le faire chez nous. S'il y avait la demande ou si les sociétés chez nous avaient même accepté de nous prendre. On a fait des demandes de stage, pas de retour. Moi lorsque j'ai eu mon BTS, j'ai fait une demande de stage. J'ai fait au moins 10 demandes de stage et j'ai eu un retour, je crois, 1 an et demi après. Quand je faisais ma formation de licence, j'étais sur le point de terminer ma licence, c'est là où j'ai eu un retour pour avoir un stage. Donc du coup, notre pays ou nos pays généralement ne reconnaissent pas nos valeurs. Et si nous sommes aujourd'hui ici, nous travaillons aussi ici aujourd'hui, c'est pas pour nous comment dire ça, c'est pas un plaisir pour nous de rester loin de la terre natale, de travailler à l'extérieur en fait. On aurait pu faire la même chose chez nous. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers des petits projets et tout. Mais le seul souci derrière, c'est que même avec ces petits projets, des fois, on vous met des bâtons dans les roues, bien les gens ne reconnaissent pas la valeur encore de ces projets et tout, quoi. Donc ce que je veux donner comme conseil parallèlement à ça, c'est de ne pas d'être déterminé en fait. Si vous prenez un projet, d'être déterminé sur le projet, d'avancer, quels que soient les obstacles et tout, d'évoluer dessus, quoi. Que à la fin, c'est la nature qui paie, quoi. Je reviens sur ça à la fin. À la fin, c'est la nature qui vous valorisera, quoi.